Quelques mois avant la découverte du corps de Diane dans le coffre de sa voiture, Masters avait fait une réclamation à la compagnie d'assurance. Il avait obtenu d'un juge que Diane soit déclarée légalement morte, même si on ignorait alors exactement ce qui lui était arrivé. Masters s'apprêtait donc à toucher la somme de 100 000 $. La banlieue de Chicago est déchirée par la violence et la corruption. Le pouvoir du crime organisé ne cesse d'augmenter. Des individus haut placés sont séduits par la perspective d'obtenir facilement de l'argent et davantage de pouvoir. Ils sont prêts à tout pour protéger leurs intérêts. Le FBI devra trouver un moyen d'éliminer à la source cette corruption et inculper le meurtrier d'une innocente femme. À Willow Springs, dans l'Illinois, les rives d'un canal sanitaire isolé situé dans un secteur industriel furent la scène d'un meurtre crapuleux. Le meurtrier était efficace et rapide. 2 agents de police effectuaient leur patrouille dans le secteur. En entendant les coups de feu, ils furent immédiatement sur le qui-vive. L'un d'entre eux prit la direction du canal pour savoir de quoi il s'agissait. Il ne trouva qu'un endroit désert. Sur la scène, il rencontra Michael Corbett, le chef de police de Willow Springs. Lui non plus n'avait rien vu de suspect. Le lendemain, un avocat réputé appela la police pour signaler la disparition de sa femme. Le lieutenant Howard Vanik du service de police de Cook County et son collègue répondirent à l'appel. L'avocat Alan Masters déclara que sa femme était sortie la veille avec des collègues. Elle n'était pas rentrée. Sa Cadillac jaune n'était pas là non plus. Masters avait appelé diverses personnes pour tenter de savoir où elle se trouvait, mais il avait abandonné à 2 h du matin. Pour les policiers, ces informations n'étaient guère utiles. Le lieutenant James Keating, également du service de police de Cook County, se joignit aux policiers. Il demanda à Masters la permission d'inspecter la maison. Masters accepta en déclarant qu'il n'avait rien à cacher. Les détectives poursuivirent leur interrogatoire. L'avocat se résigna à divulguer quelques informations de plus. Il soupçonnait sa femme Diane d'avoir une liaison. Peut-être était-elle partie vivre avec son amant. Le lieutenant Vanik désirait poursuivre l'enquête et inspecter la maison plus à fond. Quand une femme disparaît, on soupçonne toujours son mari en premier lieu. Mais le lieutenant Keating s'interposa. Il désirait que Vanik abandonne les recherches. Il ne voyait aucune raison de soupçonner le mari. Vanik était incrédule. Il ne comprenait pas pourquoi Keating entravait ainsi le processus d'enquête normal. À l'extérieur de la maison, il s'opposa ouvertement à lui et lui demanda de le laisser poursuivre ce qu'il avait commencé. Keating déclara que, selon lui, Masters n'était pas un suspect.
Vanik n'en croyait rien et il le laissa savoir à son collègue. L'altercation menaçait de devenir virulente quand le chef de police Michael Corbett arriva sur les lieux. Il donna raison à Keating. La question la plus importante n'avait pas encore trouvé réponse. Où donc était Diane Masters? Les médias s'emparèrent de la nouvelle de sa disparition. Elle était très active au sein de la population. Elle avait participé à l'ouverture d'un refuge pour femmes battues. Elle faisait également partie de la scène politique locale et était membre du conseil du collège de Moraine Valley. Elle semblait n'avoir aucun ennemi. Les enquêteurs commencèrent à découvrir d'autres détails de sa vie. Diane avait confié à certains de ses amis que son mari était contrôlant et agressif avec elle. Elle prévoyait demander le divorce. L'assistant du procureur Tom Scorza suivait cette affaire de près. Nous étions pratiquement convaincus que Diane et Allen s'étaient disputés et que cette dispute avait pris de telles proportions que quelque chose de grave s'était produit. Scorza découvrit bientôt qu'Alan Masters n'était pas qu'un mari agressif. Une rumeur circulait à l'effet qu'il lui arrivait souvent de verser des pots de vin à des fonctionnaires et à des policiers pour avantager ses clients. Certains hauts gradés de la police faisaient même partie de ce système de corruption. On soupçonnait le chef de police Corbett d'avoir participé aux tractations de Masters à de nombreuses reprises. La rumeur voulait également que Masters et Corbett protègent les réseaux de maisons de jeu et de prostitution de plusieurs clubs de Cook County mis en place par la pègre de Chicago. Pour l'instant, les enquêteurs ne devaient cependant se concentrer que sur le cas de la disparition de Diane Masters. Malheureusement, comme on ne trouvait aucune piste, l'enquête dut être abandonnée. Depuis un certain temps déjà, des agents du FBI enquêtaient sur les rackets de la pègre de Chicago. Le procureur David Stetler travaillait avec le FBI au démantèlement d'un réseau de prostitution. À cette époque, de nombreuses boîtes de stripteaseuses étaient en fait des couvertures pour des réseaux de prostitution. On pouvait y entrer et regarder des femmes nues danser sur la scène. Moyennant un certain tarif, on se rendait ensuite à l'arrière dans une cabine où l'on pouvait s'adonner à des activités sexuelles avec l'une d'elles. Les propriétaires de ces boîtes de nuit savaient que leurs clients dépenseraient plus d'argent en consommation ou en activités sexuelles s'ils pouvaient payer avec leur carte de crédit. Les clients étaient cependant hésitants. Ils craignaient de voir le nom de boîtes de nuit miteuses inscrits sur les relevés de leur carte de crédit postées à leur résidence ou à leur bureau. Les propriétaires de ces boîtes trouvèrent alors une compagnie de crédit prête à charger les frais à de fausses sociétés au nom plus respectable. L'agent spécial Ivan Harris du bureau du FBI de Chicago fut assigné à l'enquête entourant ces entreprises illégales. Le racket consistait à faire affaire avec diverses compagnies qui blanchissaient les dépenses liées à la prostitution payée par carte de crédit. Ainsi, les hommes d'affaires semblaient être allés dans un restaurant ou avoir retenu les services d'une limousine, quand en fait ils avaient payé pour des services de prostitution. Larry Wright dirigeait l'une de ces sociétés qui servait d'intermédiaire. Une fois par semaine, Wright recevait les relevés des transactions de ces boîtes de nuit et il les traitait par le biais de sa société, la National Credit Service ou NCS. L'un de ses clients et complices était Joseph Maron,
le propriétaire d'une boîte de stripteaseuses qui servait de couverture à un réseau de prostitution contrôlé par la mafia. Wright désirait donner plus d'ampleur à ses opérations. Il parla à Maron de son projet d'ouvrir une maison de jeu clandestine. Maron accepta de prêter main forte à cet homme qui lui faisait faire beaucoup d'argent. Wright devrait d'abord verser des pots de vin à la police locale afin de ne pas être découvert et arrêté. Maron était l'homme de la situation et Wright était prêt à y mettre le prix. Maron organisa une rencontre au service de police de Willow Springs. Le chef de police Michael Corbett devait rencontrer les deux hommes. Les agents du FBI avaient de bonnes raisons de croire que Corbett avait été choisi par la pègre pour protéger ses intérêts dans le secteur de Willow Springs. On s'était passé le mot dans la rue. Personne ne pouvait entreprendre quoi que ce soit sans la permission du chef de police Michael Corbett. Selon les personnes que nous avons interrogées, il était si puissant et il avait de si bons contacts qu'il était devenu un intouchable auquel personne n'osait s'attaquer. En échange du versement d'un pot de vin, Corbett laisserait Larry Wright ouvrir son club de jeu clandestin. Il lui garantissait qu'aucun de ses agents ne mettrait son nez dans ses affaires. Le projet de Larry Wright pouvait aller de l'avant. Il retourna à la National Credit Service qu'il gérait à partir d'un bureau anonyme. 2 employés travaillaient pour sa société. Ceux-ci n'étaient toutefois pas des employés ordinaires. La NCS n'était pas uniquement un service de crédit servant à blanchir des activités illégales. C'était en fait la couverture du FBI. Larry Wright était le pseudonyme de l'agent spécial Larry Dameron. Le FBI avait trouvé ce moyen de s'infiltrer au cœur de la corruption de Willow Springs. Alors que les détectives de Willow Springs, au sud de Chicago, tentaient de découvrir la cause de la disparition de l'épouse d'un avocat réputé, les agents du FBI avaient mis sur pied une opération secrète. Leur cible, le crime organisé et la corruption au sein de la police qui protégeait la pègre. La fonction d'agent secret est exigeante et parfois frustrante. L'agent spécial Larry Dameron nous explique les difficultés de son travail. Pendant le déroulement de l'opération d'infiltration, on essaie de se plonger totalement dans son rôle. Si on n'entre pas complètement dans son rôle, il est impossible de mener à bien sa mission. Souvent, on entend des individus faire des commentaires où on est témoin d'activités qui, en d'autres circonstances, nous auraient obligés à procéder à des arrestations. Mais on doit toujours se rappeler qu'on joue un rôle. Dameron avait entendu parler de la façon dont la mafia résolvait la majorité de ses problèmes. Les membres de la pègre étaient rusés et violents. Et quand ils devaient éliminer quelqu'un, ils procédaient toujours de la même façon. Ils lui tiraient 2 balles dans la tête. Il n'y avait aucune place à l'erreur. Victor Spilatro faisait partie de la mafia de Chicago. Il rencontra Dameron au bureau de la NCS. Bien que Spilatro ne fût pas un membre très important de la mafia, ses frères étaient très influents au sein de l'organisation. Dameron pénétrait peu à peu au cœur du crime organisé de Chicago. Le nom des Spilatro était l'un des plus connus dans la mafia de Chicago. Le frère aîné, Tony, était le chef à Las Vegas. Il y protégeait les intérêts de la mafia de Chicago. C'était un membre important et on avait à maintes reprises mentionné son nom dans les médias. Il était impliqué dans des meurtres et de multiples affaires d'extorsion. En blanchissant l'argent des opérations illégales de la mafia,
l'agent Damron n'eut aucun mal à bâtir sa réputation d'homme d'affaires efficace. Spilatro connaissait la nature des activités de la NCS avec les boîtes de nuit de la région. Elles étaient sous sa responsabilité. Il rendit visite à Damron pour lui faire savoir qu'il devrait lui verser une redevance pour rester en affaires. Damron accepta sans opposer de résistance. L'aspect le plus important de cette affaire, c'était le fait que nous devions payer pour bénéficier de la protection d'une famille influente de la mafia, la famille Spilatro. Cela nous a donné un certain statut, mais nous n'avions aucun pouvoir au sein de l'organisation. Nous n'étions que de simples soldats. Notre valeur ne résidait que dans le fait que nous apportions de l'argent au moulin. L'agent Damron se rendit dans un hôtel isolé pour y rencontrer l'agent spécial Gordon Brooks. Brooks supervisait l'opération secrète. La véritable identité de Damron ne devait en aucun cas être connue. C'est pourquoi les deux hommes ne se rencontraient que sporadiquement pour échanger des informations. Brooks gardait toujours Damron à l'œil. L'enquête était aussi dangereuse que complexe. Damron désirait donner de l'ampleur à l'opération du FBI, même si cela comportait certains risques. Dès qu'il en eut l'occasion, il commença à parler de son projet d'ouvrir davantage de clubs de jeux clandestins et de bordels dans la banlieue de Chicago. Même si les Spilatro étaient d'accord, Damron devait obtenir l'autorisation et la protection de la police. Il rencontra Joseph Maron, le propriétaire d'une boîte de nuit, pour discuter des détails entourant les nouveaux clubs et la question de la protection de la police. Un problème se présentait à eux. Leur protecteur, le chef Corbett, venait d'être démis de ses fonctions par le conseil de la ville de Willow Springs en raison des soupçons de corruption dont il faisait l'objet. Maron connaissait cependant un autre haut gradé de la police qui pourrait leur offrir sa protection. Il s'agissait du lieutenant James Keating, le superviseur de la brigade des mœurs de Cook County. Le procureur Tom Scorza ne fut pas surpris d'apprendre que Keating était corrompu lui aussi. Sa réputation était bien connue. Jim Keating était lieutenant au service de police de Cook County, mais son influence était bien plus importante que son rang. Il avait des relations avec des notables corrompus et le service de police dans lequel il travaillait était aussi corrompu jusqu'à la moelle. C'était donc un personnage de premier plan. Une fois Corbett hors du portrait, le FBI put se concentrer sur le lieutenant Keating. Damron le rencontra dans un restaurant près de Willow Springs. Keating ne vit aucune objection à ce que Damron élargisse ses opérations clandestines. Il exigea cependant de Damron que celui-ci lui demande son autorisation pour toute nouvelle manœuvre. Damron devrait toujours être transparent avec lui et ses hommes. Il m'a dit qu'il ne tolérerait en aucun cas que quiconque le trahisse. Si je lui faisais faux bond, on retrouverait mon corps en pièces détachées dans les rues de la ville. Ainsi que le scénario du FBI le prévoyait, Damron parla ensuite à Keating de son projet de mettre sur pied une autre opération. Il voulait ouvrir une boîte de nuit qui servirait de couverture à un réseau de prostitution. Il donna au lieutenant le premier paiement lui garantissant la protection de la police. Avant de le quitter, Keating déclara à Damron qu'il connaissait quelqu'un qui pouvait l'aider. Il s'agissait de l'avocat Alan Masters. Damron n'avait jamais fait affaire avec lui, mais il avait entendu le chef Corbett mentionner ce nom. Alan Masters était un important avocat de la banlieue sud de Chicago. Il avait la réputation d'obtenir ce qu'il désirait, particulièrement au sein du système judiciaire de la région. On disait qu'il n'hésitait jamais à payer des pots de vin ou à faire des marchés avec des gens qui lui étaient utiles. Damron rencontra de nouveau le superviseur de l'opération et agent spécial Gordon Brooks. Il fut convenu que Damron obtienne le maximum d'informations possibles à propos d'Alan Masters et la nature exacte de ses relations avec Keating et Corbett.
Le FBI et les procureurs fédéraux eurent au fait de dresser l'organigramme de ce réseau de corruption. Corbett était le roi de Willow Springs, mais chaque fois qu'il devait faire quelque chose qui tombait sous la juridiction du comté, il devait obtenir la permission de Keating. Quant à Keating, il s'assurait auprès d'Alan Masters qu'il n'y aurait pas de problème au point de vue juridique. Une fois les activités criminelles d'Alan Masters connues, le FBI commença à examiner de plus près son rôle possible dans la disparition de sa femme. Les deux enquêtes se recoupaient et les objectifs de Damron s'élargissaient de plus en plus. On le soupçonnait d'être impliqué dans la disparition de sa femme. Il était possible qu'en élucidant cette affaire, on obtiendrait des informations utiles à l'autre enquête. Alan Masters avait présumément versé des pots de vin à de nombreux juges de la région en échange de verdicts favorables. Les agents croyaient que Diane avait peut-être été témoin des activités illégales de son mari et qu'elle l'avait menacé de le dénoncer. Damron tentait maintenant d'obtenir des informations à propos de la disparition de Diane. Parallèlement, il poursuivait son incursion au sein du crime organisé de Willow Springs. Il rencontra Keating quelques semaines plus tard pour donner suite à son projet de boîte de stripteaseuse. Keating déclara de nouveau qu'Alan Masters pourrait leur être utile. Damron profita de cette conversation pour évoquer la nouvelle de la disparition de sa femme. Le lieutenant fit alors un commentaire plutôt éloquent. Nous avons parlé de la disparition de la femme de Masters. Keating m'a alors dit qu'elle avait disparu la veille de sa demande de divorce et que c'était plutôt arrivé au bon moment. Nous avons ensuite ri du fait que le hasard fait parfois bien les choses. Damron prit bien garde de ne pas trop insister sur la question. Il ne fallait pas que Keating ait des soupçons. Avant de partir, Keating remit à Damron le numéro de téléphone d'Alan Masters en lui disant que l'avocat attendait son appel. Damron prit alors rendez-vous avec Masters. Hello. Mr. Masters, how are you? This is Larry Wright speaking. L'avocat accepta de l'aider à obtenir les permis et les documents juridiques nécessaires, ce qui signifiait verser des pots de vin aux fonctionnaires responsables. Masters lui suggéra de se rencontrer. Le rendez-vous fut fixé pour la semaine suivante. Okay, I'll look forward to meeting you then. I think we can maybe do some business. Okay, thanks. Bye. Peu avant cette rencontre, un agent de police qui effectuait sa patrouille près du canal sanitaire de Willow Springs remarqua quelque chose d'étrange. Des empreintes de pneus menaient directement au canal. Il appela pour qu'on lui envoie des renforts. Il ignorait qu'il venait de soulever le voile du crime organisé de Willow Springs. Pendant que le FBI poursuivait son opération secrète dans la banlieue sud de Chicago à Willow Springs, un agent de police de service fit une découverte inquiétante. Il trouva des traces de pneus qui menaient directement au canal sanitaire. Des agents de police ainsi qu'une équipe de plongeurs furent dépêchés sur les lieux. L'enquête était dirigée par James Ross, un policier au passé irréprochable, qui avait été élu par le conseil de la ville en remplacement du chef de police Michael Corbett. Ce dernier avait peut-être été démis de ses fonctions, mais la corruption qu'il avait instaurée était encore bien en place. Les plongeurs trouvèrent littéralement un stationnement au fond du canal. 82 voitures se trouvaient dans les eaux polluées. Le procureur Tom Scorza savait pourquoi autant de véhicules s'y trouvaient, et il savait aussi qui avait pu faire de l'argent en permettant ainsi à tant d'autos de disparaître sans enquête policière.
Ces voitures étaient abandonnées par des individus qui les déclaraient volées pour toucher l'argent de leur assurance. Je crois que c'était Corbett qui autorisait qu'on se débarrasse de ces voitures en les jetant dans le canal de Willow Springs. Le soir venu, on retira une troisième voiture de l'eau. Il s'agissait d'une Cadillac jaune. La plaque d'immatriculation était DGM 19. Cette voiture était connue à Willow Springs puisqu'elle appartenait à Diane Masters. Le lieutenant Keating du bureau du shérif de Cook County arriva sur la scène. Le chef Ross fut surpris que Keating, qui faisait partie de la brigade des mœurs, ait été avisé. Il lui demanda pourquoi il était là. Keating n'eut pas de réponse à lui offrir. Les policiers examinèrent la Cadillac. En ouvrant le coffre, ils trouvèrent un corps en décomposition. Ross fit remorquer la voiture dans un garage de la ville où les experts se mirent à la recherche d'indices sans plus attendre. La décision de ne pas utiliser le garage de la police était sage. Le chef Ross se doutait que ce cas impliquait beaucoup de gens et qu'il lui était préférable de se méfier de ses propres hommes. Moins de gens s'occuperaient de cette affaire, mieux cela serait. Les agents de l'État examinèrent la voiture et le corps. Ils trouvèrent des douilles de calibre 22 dans le coffre. La clé était encore dans le contact. Étrangement, la montre du cadavre et l'horloge du tableau de bord s'étaient toutes deux arrêtées à 1h50 précise. Les experts retirèrent le corps de la voiture pour procéder à des analyses judiciaires plus poussées. L'équipe de spécialistes qui examina le corps découvrit que le crâne avait été écrasé. De plus, ils notèrent que l'os de la pommette gauche était troué de 2 projectiles. On retira les fragments de projectiles du crâne pour les envoyer au laboratoire balistique du FBI. Les relevés dentaires de la victime confirmèrent ce que tous savaient déjà. Il s'agissait bien de Diane Masters. L'enquête entourant la disparition de cette femme, qui avait commencé 9 mois plus tôt, était maintenant une enquête pour homicide. Le chef de police Ross demanda au détective John Reed de Cook County de l'aider dans cette affaire. Il devrait travailler avec le FBI qui désirait poursuivre l'enquête entourant ce meurtre. Le détective Reed ne devait faire confiance à personne, même à ses plus proches amis et collègues du service de police. On lui apprit que le FBI menait une opération secrète par le biais de la NCS qui visait à démasquer les policiers corrompus. Certains de ces policiers avaient des liens avec Alan Masters, le numéro 1 dans le meurtre de Diane. Pendant que l'agent Harris et le détective Reed commençaient leurs travaux dans l'enquête entourant l'homicide, l'agent Damron poursuivait son opération secrète. Il appela Alan Masters pour confirmer le rendez-vous au sujet de la boîte de nuit à mettre en place. Masters fut évasif. Il semblait distrait. Il annula le rendez-vous. Damron appela alors Keating pour obtenir des explications. La conversation était enregistrée par le FBI. Damron espérait que Keating lui dirait pourquoi Masters était resté aussi évasif. Mais l'attitude de Keating fut aussi difficile à interpréter. Il ordonna à Damron de ne plus déranger Masters, qui avait déjà assez de problèmes sur les bras. La nouvelle boîte de nuit devrait attendre avant d'entrer en opération. Damron rencontra alors son supérieur, l'agent Brooks.
Masters et Keating étaient bien nerveux depuis que le corps de Diane avait été retrouvé. C'était cependant insuffisant pour les faire inculper de meurtre. Peut-être quelque chose avait-il échappé à Damron. Il remit à son superviseur les enregistrements de ses conversations avec Keating pour qu'il les analyse. Au cours des mois suivants, le bureau du procureur, le bureau du shérif de Cook County ainsi que le FBI mirent toutes leurs informations en commun pour ne mener qu'une seule enquête. Les liens entre ces affaires étaient l'avocat Alan Masters, le lieutenant James Keating de Cook County ainsi que l'ancien chef de police de Willow Springs, Michael Corbett. Ce serait à la poursuite de monter un dossier prouvant que les trois hommes, par leurs activités communes, avaient mis sur pied un réseau de crimes organisés. Pour faire inculper Masters, Corbett et Keating de leurs activités, et notamment du meurtre, nous devions démontrer qu'ils avaient mis sur pied une organisation criminelle, une sorte de mini-mafia. Pour le détective Reed et l'agent Harris, la première étape consistait à interroger les collègues de Diane qui se trouvaient avec elle dans la soirée précédant sa disparition. Après la réunion du conseil, Genevieve Capstaff l'avait suivie jusque chez elle. Capstaff déclara que tous les membres du conseil du collège de Moraine qui travaillaient avec Diane croyaient qu'elle avait une liaison avec un professeur d'économie. Elle admit qu'elle l'avait prise en filature pour voir si les deux se rencontraient en secret. En voyant Diane rentrer chez elle, Capstaff avait poursuivi sa route. Les interrogatoires permirent aux policiers de découvrir que les membres du conseil avaient tous une assurance sur leur vie d'une valeur de 100 000 $ qui faisait partie de leurs avantages sociaux. La police d'assurance stipulait que le montant serait versé si le membre du conseil mourait en route pour une réunion ou au retour d'une de celles-ci. Cette assurance vie devenait nulle dès que le membre se trouvait chez lui. Alan Masters déclara que Diane n'était jamais rentré ce soir-là. Il était par conséquent éligible à la police d'assurance. Quelques mois avant la découverte du corps de Diane dans le coffre de sa voiture, Masters avait fait une réclamation à la compagnie d'assurance. Il avait rempli les formulaires et les avait expédiés. Il avait obtenu d'un juge que Diane soit déclarée légalement morte, même si on ignorait alors exactement ce qui lui était arrivé. Masters s'apprêtait donc à toucher la somme de 100 000 $. Au moment où l'enquête semblait commencer à se dénouer, les agents du FBI impliqués dans l'opération secrète apprirent une mauvaise nouvelle. Le journal Washington Post avait eu vent de leur opération. Les dirigeants du quotidien donnaient aux agents 3 semaines avant de publier la nouvelle. Il faudrait rapidement terminer l'opération. Pour le procureur David Stetler, le moment était bien choisi. L'opération avait fait son temps. La majeure partie de l'information avait été recueillie. En poursuivant cette opération, nous aurions peut-être obtenu davantage d'indices, mais ils auraient été de plus en plus minces. Les agents avaient reconstitué la toile de corruption qui s'étendait jusqu'aux boîtes de nuit contrôlées par la mafia. On pourrait enfin les faire fermer. Le FBI s'attaqua au club simultanément. Des milliers de policiers et d'agents effectuèrent des raids dans la dizaine de boîtes de nuit de Cook County, notamment celle de Willow Springs. Ils y trouvèrent quantité d'indices incriminants. « 55 personnes furent inculpées, notamment Joseph Maron, le propriétaire d'une des boîtes de stripteaseuses,
Tony Spilatro et son frère Victor. Ils comparurent à la Cour de l'État et à la Cour fédérale pour extorsion, prostitution, versement de pots de vin et racket. De nombreux policiers du bureau du shérif de Cook County et du service de police de Willow Springs furent également accusés et inculpés d'avoir protégé ces entreprises illégales. Après une opération secrète de 3 ans, l'enquête était enfin terminée. Une fois le piège refermé sur les policiers corrompus, les autorités locales, le FBI et les procureurs purent se concentrer exclusivement sur l'enquête entourant le meurtre de Diane Masters. Ils poursuivirent les interrogatoires de ses amis et collègues, notamment l'homme avec qui elle avait eu une liaison, le professeur d'économie Jim Koselniak. Ce dernier reconnut que Diane et lui se fréquentaient. Il déclara aussi que Masters abusait de Diane physiquement, mentalement et émotionnellement. Elle vivait dans la peur constante de son mari. Diane comptait demander le divorce. Koselniak avait lui aussi des raisons de craindre Allen Masters. Un soir, il avait rencontré Diane dans un bar pour prendre un verre avec elle. Diane avait appelé à la maison pour vérifier si sa petite fille allait bien. Ce ne fut pas la gardienne qui répondit comme elle s'y attendait, mais plutôt son mari. Il jura de faire tout en son pouvoir pour la détruire. Selon Koselniak, Diane revint à table très ébranlée par cet appel. Il alla chercher d'autres consommations. Un homme l'aborda abruptement pour l'interroger. Il voulait connaître son nom et l'endroit où il travaillait. L'incident avait été bref, mais Koselniak s'était senti menacé. Il avait compris qu'il ferait peut-être mieux de s'éloigner de Diane pour quelque temps. Par la suite, Koselniak reconnut l'homme qui l'avait interrogé. Il s'agissait du lieutenant James Keating. Le soir de sa disparition, Diane avait appelé Koselniak pour annuler le rendez-vous habituel. D'habitude, ils se rencontraient après les réunions du conseil du collège. Mais cette fois-ci, elle semblait réellement effrayée par le comportement d'Allen. Koselniak accepta de remettre le rendez-vous. Il ne devait jamais revoir Diane en vie. L'agent Harris et le détective Reed se mirent à la recherche d'autres témoins. Ils découvrirent que Masters avait embauché un détective privé pour faire surveiller sa femme. Nous avons alors trouvé un individu qui a accepté de coopérer avec nous. C'était Ted Naikasa, le détective privé d'Alan Masters. Masters lui avait demandé de cacher un micro dans le téléphone à la maison, parce qu'il soupçonnait sa femme de le tromper. Naikasa déclara aux enquêteurs que le micro avait servi à démontrer que Diane avait bien une liaison avec Koselniak. Ted Naikasa nous a fait écouter une conversation téléphonique au cours de laquelle Diane tenait des propos érotiques avec son amant Jim Koselniak. Quand il a fait écouter cet enregistrement à Alan Masters, ce dernier a déclaré qu'il avait l'intention de tuer Diane et de s'arranger avec Keating pour que le meurtre soit maquillé en accident. Allen perdit alors le contrôle. Les enquêteurs ne disposaient pas encore de preuves formelles de sa culpabilité. Après une enquête exhaustive de 5 ans, la situation allait cependant changer. Un des policiers du bureau du shérif du Cook County accepta de parler. L'agent Jack Bachman disposait d'informations troublantes. Bachman n'avait jamais osé parler auparavant car il craignait trop les conséquences. Il déclara qu'on l'avait approché pour tuer Diane. L'offre lui avait été faite par le biais du lieutenant James Keating. Bachman déclara que Keating lui avait offert 25 000 $ pour mettre ce plan à exécution. Michael Corbett, le chef de police, s'occuperait quant à lui de faire disparaître le corps. Bachman déclina l'offre. De toute évidence,
Masters avait commandé un meurtre. C'était le témoignage qu'attendait Scorza pour procéder aux inculpations. Nous avons pu démontrer que lorsqu'Alan Masters a décidé de tuer sa femme, il n'a eu qu'à faire affaire avec les deux policiers avec lesquels il menait déjà des opérations criminelles. Ainsi, la sollicitation de cet homicide, sa planification et le meurtre en tant que tel faisaient partie des activités de cette organisation criminelle. Toutes les pièces du puzzle se mettaient enfin en place. Les enquêteurs reconstituèrent le meurtre de Diane Masters. Alan Masters avait trouvé un candidat pour tuer Diane et son amant au moment de leur rencontre habituelle après la réunion du conseil du collège. Diane avait cependant annulé son rendez-vous avec Koselniak ce soir-là. Furieux, Masters dut s'occuper lui-même de la sale besogne. Alan Masters était à la maison et gardait leur fillette. En fait, il était en train de se construire un alibi en faisant des appels interurbains pour prouver qu'il était bien chez lui. Il ne s'attendait pas à voir sa femme rentrer, mais c'est ce qui est arrivé. Il l'a frappée avec un objet contondant à la tête à 2 reprises au moment où elle se déshabillait pour la nuit. Masters appela ensuite le chef Corbett, qui vint avec un complice pour emporter le corps. Les 2 hommes mirent le corps de Diane dans le coffre de sa Cadillac. Corbett quitta ensuite les lieux. Son complice le suivait. Masters resta chez lui avec sa fillette. Corbett et son complice roulèrent jusqu'au canal sanitaire. Ils réglèrent la montre de Diane à 1h50 pour mettre les enquêteurs sur une fausse piste si jamais on retrouvait son corps. Puis, ils lui tirèrent 2 balles dans la tête. Si un jour le corps venait à être retrouvé, on croirait sans doute que le meurtre avait été perpétré par la mafia. Ensuite, ils réglèrent à 1h50 l'horloge du tableau de bord de la Cadillac. De son côté, Alan Masters s'assura d'être au téléphone à cette même heure pour corroborer son alibi. Corbett et son complice jetèrent ensuite la voiture dans les eaux du canal. En juin 1988, 6 ans après le meurtre de Diane Masters, les enquêteurs purent enfin faire accuser les 3 complices. L'ancien chef de police Michael Corbett fut le premier arrêté pour des accusations fédérales de racket, de corruption et de camouflage du meurtre de Diane Masters. L'agent spécial Ivan Harris a tenté d'obtenir ses aveux. Michael Corbett a finalement avoué qu'il avait jeté la voiture de Diane Masters dans les eaux du canal. Il a cependant déclaré qu'il ignorait alors que son corps se trouvait dans le coffre. Le lieutenant James Keating de Cook County fut ensuite arrêté sous les mêmes chefs d'accusation fédéraux. Il a également nié être impliqué dans le meurtre de Diane. Quant à Alan Masters, en plus d'être accusé de racket et de corruption, il a été accusé d'avoir planifié, sollicité quelqu'un pour assassiner sa femme et participer à son meurtre. La poursuite ne disposait malheureusement pas d'indices incriminants pour faire accuser ses complices de meurtre. Le procureur Tom Scorza a cependant pu relier toutes leurs activités criminelles pour les présenter au jury. Masters a été reconnu coupable de tous les chefs d'accusation. Le fait qu'il ait touché 100 000 $ de l'assurance vie de sa femme le rendait également coupable de fraude. Il a écopé de 40 ans d'emprisonnement, ce qui était pour lui l'équivalent d'une sentence à vie. L'ancien chef de police Michael Corbett a écopé d'une peine de 20 ans d'incarcération. Quant à James Keating, il a reçu une peine de prison de 30 ans.
Au cours de ma carrière, l'affaire Masters était spéciale parce que nous n'avions pas de preuves formelles de la culpabilité d'un individu. Nous disposions de milliers d'indices qui formaient comme une mosaïque. Cela rendait ce cas très mystérieux et difficile à présenter en cours. C'était une sorte de défi que de le présenter au jury, mais ça a été une expérience fantastique. En examinant tous les éléments, le jury a pu se faire une idée de l'ensemble des tractations de 3 individus impliqués dans des activités illégales, et surtout dans le meurtre de Diane Masters. L'opération secrète menée par l'agent Damron et le travail des autres agents du FBI ont permis de mettre à jour la corruption au sein du service de police de Cook County et d'y mettre un terme. Les citoyens de cette banlieue de Chicago n'ont maintenant plus rien à craindre de leur service de police.